Filigrane, hologramme, microtexte, encre spéciale, tout a toujours fini par céder. Les faux monnayeurs ont toujours réussi à contourner ces sécurités pour faire des faux billets qui, pour les meilleurs d'entre eux, représentent un véritable défi pour les banques. Jusqu'au 31 octobre 2008. Un jour discret, mais qui a tout changé. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de fausses monnaies. Parce qu'à partir du moment où l'être humain a décidé que des bouts de papier pouvaient avoir autant de valeur que de l'or, il y a forcément eu quelqu'un pour se poser la question suivante. Si je dois travailler pour gagner ces bouts de papier, pourquoi est-ce que je ne travaillerais pas directement pour les fabriquer? Et à partir de là, le problème n'est plus moral, il devient technique. Et légal évidemment. Donc dans un premier temps, on va parler des faux billets, et on va voir les éléments de sécurité qui sont censés les rendre infalsifiables. On va voir comment avec le temps, ces billets sont devenus de plus en plus difficiles à contrefaire. On va partir de billets déjà modernes du XXe siècle pour comprendre les bases, le papier, les encres, les impressions et les tout premiers éléments de sécurité. Et à partir de là, on va suivre l'évolution de ces dispositifs de sécurité jusqu'à aujourd'hui. On va parler des faux les mieux faits, que l'on appelle des supernotes ou des superbills. Et là, contrairement aux superclones, ce n'est pas du tout un terme marketing, c'est un terme institutionnel, souvent prononcé par la Banque fédérale américaine ou par les banques centrales. Ce sont de faux billets tellement bien réalisés qu'ils peuvent tromper les banques. Et quand on parle de faux aussi bien faits, une question se pose. Qui est capable de les produire? Ou qui soupçonne-t-on de les produire? Et on va voir que malgré tous ces éléments de sécurité, il y aura toujours des gens pour essayer, et même avec de tout petits moyens, et qui parfois arrivent à leur fin, puis en prison ensuite. Et puis à la toute fin de cette vidéo, on se posera une question toute simple. Existe-t-il aujourd'hui une monnaie qu'il est vraiment impossible de falsifier? Pas juste difficile à copier, mais impossible tout simplement, même en apparence. Spoiler, oui, ça existe, et depuis 2008. Et donc on va commencer notre investigation en France à l'époque des francs. Je parle de la monnaie bien sûr, pas du peuple, on va pas remonter aussi loin. On est donc au XXe siècle, avec des billets déjà modernes et produits industriellement, notamment le billet emblématique de 100 francs à l'effigie de Napoléon. À cette époque, il y a un personnage qui a réussi à reproduire ces billets de manière très convaincante. Quelqu'un de techniquement méthodique et de particulièrement minutieux, Czesław Bojarski. Et pardonnez-moi pour la prononciation. Czesław Bojarski est né en 1912 en Pologne et il arrive en France à Marseille en 1940. Il a une formation technique très avancée d'architecte et d'ingénieur et se présente lui-même comme un inventeur. Il a essayé plusieurs fois de déposer quelques-unes de ses inventions mais sans aucun succès commercial. À partir de 1950, il se lance dans la fausse monnaie et notamment dans la production de billets de 100 francs dits de type Napoléon. À l'époque de Bojarski, les sécurités des billets de banque reposent sur plusieurs barrières techniques qui peuvent nous paraître simples, voire basiques aujourd'hui, mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Les faussaires, eux aussi, disposaient que des moyens de l'époque pour tenter de les reproduire. Donc ces billets, qui sont à la base des billets modernes, avec comme principaux éléments de sécurité, le papier d'abord, à base de coton, comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais la texture était différente. Le filigrane, directement intégré à la pâte à papier, le filigrane était à l'époque le dispositif anti-contrefaçon le plus sophistiqué. Ça a bien évolué aujourd'hui. Et puis l'impression en taille douce, bien sûr. Une technique d'impression par gravure en creux sur matrice métallique reposant sur le transfert d'encre visqueuse sous haute pression, tout simplement. Bon, je pense que tout le monde sait déjà parfaitement ce que ça veut dire. Mais comme on me reproche de faire des vidéos trop courtes, et uniquement dans le but de rallonger un peu celle-ci, je vais faire comme si ce n'était pas déjà évident pour tout le monde, et je vais vous l'expliquer vite fait. Imaginez un tampon tout simple. Vous mettez l'encre sur les parties qui dépassent, puis vous appuyez, et le motif s'imprime. Eh bien en taille douce, c'est le contraire, vous ne mettez pas l'encre sur les parties qui dépassent, mais dans les creux. Sauf que ce tampon, à la place d'être un bout de caoutchouc, c'est une plaque en métal, et à la place d'appuyer gentiment avec sa petite papate, on applique une grosse pression, avec une presse. Résultat, le papier vient chercher l'encre dans les creux, et le dessin est extrêmement net et précis. Et pour cela, la finesse des gravures des plaques est extrêmement difficile à réaliser, sans un graveur expérimenté, et Bojarski y arrivait si bien que sa méthode n'a jamais été médiatisée ni rendue publique. La philosophie de Bojarski, c'était l'autonomie totale. Il produisait tout lui-même, ses principaux outils, ses équipements et ses matériaux. Il détournait des outils courants, des presses artisanales et d'autres machines qui n'étaient pas destinées à cet usage à la base. Il internalisait presque tout, ce qui a du sens, car quand on fabrique tout soi-même, cela veut dire qu'on comprend tout des éléments qui constituent l'objet que l'on copie. Le papier était l'élément le plus critique et le principal obstacle, et Bojarski ne se procurait pas du papier fiduciaire, il le fabriquait lui-même. Il reconstituait un papier équivalent à partir de matériaux vendus légalement. Il travaillait à partir de papier très fin à base de coton, et selon certaines sources de papier à cigarette, qu'il transformait ensuite pour obtenir un support proche du papier original. Il est parvenu à intégrer un filigrane artisanal directement dans la pâte à papier, ce qui est très rare pour un faussaire, et ce point est primordial, car le filigrane n'est pas imprimé, il est structurel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces billets ont été très difficiles à détecter. On entend souvent dire que des faussaires recycleraient des billets sans valeur pour fabriquer leur propre pâte à papier. En théorie, ça paraît logique, car un billet c'est déjà du coton. Mais le problème, ce n'est pas le papier, c'est l'encre. Un billet de banque est imprimé avec des encres extrêmement tenaces, et pour pouvoir réimprimer dessus, il ne suffit pas de le transformer en pâte à papier.
il faut aussi le désancrer et le blanchir. Et ce sont précisément ces étapes qui détruisent les fibres. Au final, on se retrouve avec un papier qui a demandé plus de travail pour un résultat mécaniquement inférieur. Les fibres sont trop courtes, voire complètement détruites, et le papier manque de tenue. C'est pour ça que dans les faits, il est bien plus logique de partir de papier coton soigneusement sélectionné ou de chiffon, plutôt que de billets recyclés. Cette idée est donc plus une rumeur qu'une méthode réellement efficace. Et pour les encres, Bojarski ne se contentait pas des encres disponibles dans le commerce. Là aussi, il expérimentait et confectionnait ses propres mélanges d'encre, afin de se rapprocher de l'aspect visuel de l'encre des billets originaux. Bojarski est arrêté le 17 janvier 1964 et les perquisitions ont révélé de nombreuses notes et essais qui témoignent d'un important travail préalable sur la confection du papier, des encres et les techniques d'impression. Il est jugé pour faux monnayage aggravé et condamné à 20 ans de prison. Il bénéficiera de remise de peine pour bonne conduite et sortira après environ 13 années d'incarcération vers 1977-78. Après sa libération, il vit modestement avec sa femme, mais en 1978, une fuite d'eau révéla alors des lingots d'or et des pièces d'or cachés à son domicile, ce qui prouve qu'il a dû en écouler pas mal de ces Napoléons. Une nouvelle procédure judiciaire a alors lieu, mais n'entraîne pas de nouvelle incarcération, juste une confiscation de ses biens. À la fin de sa vie, Bojarski est atteint de la maladie d'Alzheimer et meurt en France en 2003. Aujourd'hui, les faux billets de Bojarski sont recherchés par les collectionneurs, et certains atteignent une valeur élevée sur le marché numismatique. Du coup, on pourrait se poser la question, y a-t-il eu des faussaires ou des faux monnayeurs qui ont eu l'idée un jour de faire des faux billets Napoléon de Bojarski? Le cas de Bojarski nous permet de comprendre comment fonctionnaient les premiers billets dits modernes du XXe siècle, à l'époque où le papier, les techniques d'impression et le filigrane constituaient l'essentiel des barrières de sécurité. Mais à la fin du siècle, avec les derniers billets en francs, comme ceux des séries Gustave Eiffel ou Saint-Exupéry, on franchit un cran supérieur. Il ne s'agit plus d'imiter un support ou une impression, mais de reproduire toute une série d'éléments de sécurité. Et contrairement aux périodes précédentes, il n'existe pas de figure marquante associée à la contrefaçon de ces billets, non pas parce qu'ils n'ont pas été copiés, mais parce que leur complexité ont fait disparaître le faussaire individuel. La production de ceux-ci ne peut plus reposer sur une seule personne, mais sur une combinaison de compétences issues parfois de milieux industriels différents. À part quelques amateurs qui font ça avec les moyens du bord, mais on verra ça en fin de vidéo. D'une certaine façon, on pourrait dire que les faux monnayeurs ont fait partie des premiers à subir la disparition du petit commerce. Donc ces billets ont des filigranes nouvelle génération, plus complexes. On passe à des filigranes multitons. La densité du papier varie à l'intérieur même du motif, créant des dégradés, des zones plus claires et plus sombres, et une véritable profondeur visuelle. Les portraits que représentent ces filigranes deviennent reconnaissables avec des nuances et ne sont plus uniquement de simples silhouettes. Ça nécessite un contrôle extrêmement précis de la fabrication du papier, bien au-delà des compétences d'un simple faussaire isolé, et ces papiers sont produits dans des papetières de haute sécurité. Ces billets comportent des bandes de sécurité intégrées qui sont bien différentes des bandes décoratives d'autrefois. Ce sont des fils intégrés dans l'épaisseur du papier qui sont parfois visibles en surface, et ils peuvent comporter des motifs répétitifs, des microtextes ou des effets visuels changeant selon l'angle. Ces fils sont produits par des industries de métallurgie fine et sont intégrés à la pâte à papier directement dans les papetières de haute sécurité. Les microtextes servent de barrière technique contre les reproductions photographiques ou numériques, car à l'époque déjà on a vu apparaître les premières imprimantes qualité photo, soit laser soit à jet d'encre, et ce genre de microtexte est impossible à reproduire par ce genre d'imprimante. Et sur ces billets, on voit l'apparition des premières bandes métallisées verticales. Et l'impression recto-verso parfaitement alignée. Ça, c'est un détail auquel pas beaucoup de gens prêtent attention, et pourtant il est fondamental, c'est ce qu'on appelle le repérage. Les motifs recto-verso se complètent parfaitement par transparence, avec une tolérance d'erreur extrêmement faible, et cela exige des presses industrielles capables d'une précision micrométrique. Et tous ces éléments n'appartiennent pas au même métier, il faut une combinaison de compétences industrielles qui sont rarement réunies au même endroit. Alors qu'en est-il des faux de cette époque? Sur ce point, le contraste est assez frappant. Comme je vous l'ai dit, il n'existe pas de cas connu de grands faux monnayeurs largement médiatisés, que des petits faits locaux et isolés. Mais des faux très sérieux ont bel et bien existé, même s'ils sont restés largement invisibles du grand public. Ils ont été catalogués par des spécialistes, comme cet exemple d'un faux billet de 50 francs Saint-Exupéry sur le site cgb.fr. Ils nous disent que ce faux enregistré sous le code SECG14 provient de l'affaire Masson en 2000, et malheureusement je n'ai pas retrouvé cette affaire en question. Ils nous disent aussi que l'impression manque de netteté, mais que le filigrane est réussi, et les signes de sécurité de la dernière gamme sont présents. Le numéro est correct, mais la lettre X est trop large, et il n'y a jamais eu de billet avec un numéro de série aussi grand, et donc c'était un faux de bonne facture. Ou encore cet exemple d'un faux billet de 500 francs Pierre et Marie Curie, pour lequel ils nous disent que c'est un faux de très belle fabrication, avec un filigrane et des signes de sécurité très réussis. Et puis vient l'euro. À l'origine, il devait s'appeler l'écu. C'était un nom qui avait de la gueule, mais on se retrouve avec l'euro, un nom aussi froid et impersonnel que ses billets. Il ne raconte plus rien, aucun personnage, aucune histoire, aucune culture.
On pourrait se demander s'ils n'ont pas fait en sorte que les faux monnayeurs ne prennent plus aucun plaisir à les reproduire. On a perdu tout le charme qu'avaient nos anciens francs, mais d'un point de vue technique c'est autre chose. On est passé à un niveau clairement supérieur. La sécurité a explosé, chaque détail a été pensé pour compliquer la contrefaçon. Du papier aux encres, aux hologrammes, aux microtextes, c'est du très haut niveau. On peut critiquer le style, mais en ce qui concerne la technique, on est clairement dans la génération suivante. Et donc on peut se dire que les faux billets vont se raréfier. Et ça c'est loin d'être aussi sûr, mais voyons déjà les caractéristiques techniques de nos billets en euros avant de tenter de répondre à cette question. Si nos derniers billets en francs disposaient déjà de filigranes multitons, de bandes brillantes et de microtextes, l'euro lui introduit des éléments complètement nouveaux ou alors significativement améliorés, comme des hologrammes complexes sur les bandes métalliques. Contrairement aux bandes brillantes des francs, l'euro lui introduit des hologrammes multicouches qui changent d'image selon l'angle de vue, et aussi des encres à effet optique évoluées. Une partie du chiffre ou du motif change de couleur selon l'angle. Et les impressions tactiles en relief. Sur certaines parties du billet, certaines zones, numéros ou lettres sont imprimées avec un certain relief perceptible au toucher. Et désormais, les billets sont imprimés avec un procédé que l'on appelle l'impression offset. Chaque couleur est imprimée séparément, par couches successives, et superposée avec une grande précision. Et ce n'est plus une presse qui est utilisée comme auparavant. Et les numéros ont des codages complexes. Ils ne sont pas juste séquentiels, mais contiennent des éléments codés pour le suivi et la validation automatisée par les banques ou les commerçants, ce qui dépasse le simple numéro de série classique. En résumé, l'euro ne se contente pas de reproduire les protections des francs, il les amplifie et les combine avec des technologies totalement nouvelles, rendant la reproduction artisanale voire industrielle quasiment impossible, sauf à disposer de moyens proches de ceux d'une imprimerie d'État. Mais toutes ces sécurités n'ont bien sûr pas découragé les faux monnayeurs. En 2014, la police espagnole a démantelé un réseau qui avait produit pour plus d'1 million de faux billets de 50 €. Et ces billets étaient plutôt bien faits. Ils étaient capables de tromper des guichets automatiques et certains dispositifs de détection. Il s'agissait d'un réseau qui produisait encore ces billets de façon artisanale et pourtant ceux-ci en ont trompé plus d'un. Ce qui veut dire qu'ils ont certainement sous-traité la production de certains éléments comme les hologrammes multicouches par exemple. Et ça fait réfléchir. On peut se demander qu'est-ce qui se passerait si de plus gros moyens étaient mis en place pour reproduire de la fausse monnaie. Et donc qu'en est-il aujourd'hui? Y a-t-il plus de faux billets en circulation ou y en a-t-il moins? Eh bien en réalité on n'en sait rien du tout. Tout ce dont on dispose ce sont des chiffres officiels et annuels concernant le nombre de faux billets détectés et retirés de la circulation, et pas sur le nombre de faux billets qui circulent. Et ces chiffres sont incomparables bien sûr avec ceux d'autrefois, car il s'agit aujourd'hui de toute la zone euro dans son ensemble, et pas juste de la France et de sa monnaie nationale. Mais selon la Banque Centrale Européenne, le nombre de faux billets en circulation serait faible. Ils annoncent par exemple 467 000 faux billets retirés de la circulation en 2023, et 70% de ces coupures concerneraient des billets de 20 et 50 €. Et la Banque Européenne nous assure que les billets en euros restent un moyen de paiement fiable. Et évidemment, on ne les imaginerait pas mettre le feu aux poudres en nous annonçant le contraire, dans le cas hypothétique où il y en aurait plus que ce que l'on pense. Donc commençons par poser une hypothèse simple. Peut-être qu'en effet, aujourd'hui, il y aurait tout simplement moins de faux billets en circulation. Ou peut-être que la contrefaçon s'est tout simplement professionnalisée, qu'elle est passée des mains d'individus isolés à celles de structures beaucoup plus puissantes, beaucoup plus performantes et beaucoup plus équipées. Et donc que les faux seraient tout simplement beaucoup plus difficilement détectables, car ce que nous mesurons aujourd'hui, ce sont les faux qui seront attrapés, et pas ceux qui passent. Et à partir du moment où la production de faux devient professionnelle, industrielle et financée, le problème change complètement d'échelle. Les faux billets sont certainement de nos jours produits par des groupes disposant de moyens considérables. Certains évoquent plus ou moins au conditionnel des entités étatiques, voire para-étatiques, comme par exemple le bureau nord-coréen APT38, dont la fonction première est de trouver du fric, et dont on sait qu'il ne se fixe aucune limite morale ni légale. Et cette supposition ne sort pas de mon chapeau, ce sont des accusations régulièrement prononcées par les services secrets américains et par Interpol en 2006. Dans un tel scénario, les capacités techniques ne seraient clairement pas un problème. Ils ont accès à des machines industrielles, des savoir-faire pointus et à des fournitures spécialisées, notamment via l'écosystème industriel chinois voisin. Il n'est pas très difficile d'imaginer que des billets extrêmement bien imités puissent être produits potentiellement en grande quantité, et pas uniquement des euros. La question de la diffusion se poserait alors aussi autrement, via des réseaux structurés, diplomatiques ou intermédiaires, car ils sont bien moins isolés qu'on voudrait le croire, et ils ont des ambassades. Imaginons maintenant, purement par raisonnement, qu'une organisation étatique ou un groupe très puissant disposerait exactement des mêmes moyens officiels pour produire des faux billets. Dans ces cas-là, ils pourraient produire en théorie des faux billets absolument parfaits, impossibles à distinguer visuellement ou techniquement des vrais. Mais pour que ces billets soient crédibles dans le système bancaire existant, ils n'auraient pas d'autre choix que de cloner des billets déjà existants, avec des numéros déjà existants dans les bases de données des banques centrales. Et dans ce scénario, où il n'existerait aucun moyen pour les différencier, on finirait bien de temps en temps par retrouver deux billets ou plus exactement identiques et avec le même numéro de série.
car la quasi-totalité des billets en circulation repasse par les banques centrales un jour ou l'autre. Ça serait alors la seule preuve possible sans aucun doute. Et vous imaginez bien que si ce genre de situation arrivait ou était déjà arrivé, il y a très peu de chances que cette information soit rendue publique. Ce n'est donc pas parce qu'on n'en a jamais entendu parler que ça n'est jamais arrivé, mais uniquement parce que ça serait une information beaucoup trop sensible. Et l'histoire nous montre que certains États ont déjà produit de la fausse monnaie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a lancé l'opération Bernhardt, produisant de faux billets britanniques pour déstabiliser l'économie. Avant ça, les Allemands avaient déjà falsifié des francs français à plus petite échelle durant la Première Guerre mondiale. Et dans les années 90, l'Irak de Saddam Hussein a produit de faux dollars. Et aujourd'hui, la Corée du Nord est soupçonnée de produire des billets ultra sophistiqués, ce que l'on appelle des supernotes, pour obtenir des devises étrangères. Et évidemment, si une telle situation où de faux billets étaient en circulation et n'étaient pas différenciables autrement que par leur numéro de série, il serait illusoire d'imaginer que le public en soit informé. Aucun État n'annoncera jamais une partie significative de notre cash n'est plus fiable, ça serait se tirer une balle dans le pied. On peut donc comprendre pourquoi la communication officielle se concentre sur d'autres sujets, évasion fiscale, blanchiment d'argent, financement du crime, plutôt qu'une éventuelle fragilité systémique du cash lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour réduire la masse d'argent liquide en circulation, et même si les arguments qu'ils avancent sont certainement les bons, il peut très bien y avoir aussi cette raison cachée dans l'ombre. Il faut rester méfiant et ne pas s'imaginer que les faux ne circulent pas, parce que les euros seraient soi-disant infalsifiables. Et donc de quoi dispose-t-on, nous les gens lambda, pour distinguer les vrais des faux? Il y a le fameux stylo détecteur, et qui est d'ailleurs parfait pour détecter un faux mal fait, pour lequel d'ailleurs vous n'aurez certainement pas besoin de ce stylo. Car comme on l'a vu précédemment, le papier fiduciaire n'est pas constitué à partir de bois, mais de coton. Et ce stylo, il contient une solution iodée, qui réagit, devinez avec quoi? L'amidon, ce qui n'est jamais présent dans le papier à base de coton. Donc il ne permet de détecter qu'un faux billet qui aurait été réalisé avec un papier extrêmement commun, en général imprimé sur une imprimante jet d'encre et du papier A4 sorti du supermarché. Le genre de faux réalisé chez eux par des faux monnayeurs du dimanche et qu'on peut généralement détecter d'un simple coup d'œil. Après, il y a les machines à compter les billets, et là c'est déjà beaucoup plus impressionnant, parce que même si elles vont très vite, elles s'arrêtent net dès qu'elles tombent sur un faux billet. En ayant eu autrefois dans le cadre de mon activité, j'avais fait le test. J'avais placé un petit bout de papier entre les billets, et en effet, elle s'est arrêtée net dès qu'elle est tombée dessus. Et ce n'était qu'une petite machine à 300 €. Celles des banques sont certainement beaucoup plus complexes. Les machines à compter les billets des banques combinent plusieurs capteurs physiques. D'abord des capteurs optiques mesurant la taille exacte, l'opacité et la densité des billets. À cela s'ajoutent des capteurs magnétiques, capables de détecter la présence et la distribution de certains pigments magnétiques présents dans les encres de sécurité, et des capteurs infrarouges qui comparent les signatures physiques, optiques et spectrales, et qui les comparent avec un modèle enregistré dans leur base de données. Comme les scanners modernes d'ailleurs, si quelqu'un essayait de scanner un billet avec, il verrait certainement un message d'erreur s'afficher sur son écran. Et puis il y a les lampes ultraviolettes. Sous lumière UV, certains composés absorbent l'énergie invisible et la transmettent sous forme de lumière visible. Sur un vrai billet, cette fluorescence est strictement contrôlée. Le papier reste majoritairement neutre, tandis que certains éléments précis réagissent de manière localisée avec des couleurs et des intensités bien définies, et donc avec tous ces éléments de sécurité. Qui pourrait encore essayer avec des moyens amateurs? Eh bien, Edward Talton par exemple. Là c'est aux États-Unis, et donc avec des dollars, mais qui eux aussi ont évolué en matière de sécurité. Et oui, les dollars sont réputés pour avoir moins de sécurité que les euros, mais quand même c'est loin d'être facile. Et c'est censé demander de gros moyens techniques. Eh bien, ce brave Albert Edward Talton, un Californien, a produit de faux billets de dollars à l'aide d'une imprimante grand public, et de matériel acheté légalement dans le commerce, et des consommables tout ce qu'il y a de plus standard et courant. Ses copies n'étaient pas parfaites, évidemment, il était faux monnayeur, pas magicien, mais il a réussi néanmoins à faire circuler ses fausses coupures dans plusieurs États des États-Unis avant de se faire arrêter. Lors de la saisie, des milliers de faux billets ont été retrouvés et il a bien sûr fait plusieurs années de prison. Cette affaire montre que même avec des moyens rudimentaires et une imprimante grand public, certains essayent quand même et parfois réussissent temporairement à faire circuler des faux billets à une certaine échelle, même si ces faux billets restent très faciles à identifier et que par conséquent ceux qui les produisent finissent systématiquement en prison. On a aussi un autre cas similaire, Wesley Weber, cette fois-ci c'est un Canadien. Dans les années 2000, il a forgé pour plus de 7,7 millions de dollars en faux billets en utilisant une imprimante ASP-Jet domestique et des outils simples. Il a dû se ruiner en cartouche d'encre, le pauvre. Il a été arrêté dans les années 2000 après qu'un de ses faux billets ait été utilisé pour acheter une pièce mécanique automobile. Et par la suite, plus de 40 000 de ces fausses coupures ont été retirées de la circulation. Et personnellement, c'est calme facile, même si ce sont des bricoleurs du dimanche de la fausse monnaie. Car ils font preuve de beaucoup de créativité et beaucoup d'ingéniosité pour parvenir à leur fin, et avec de tout petits moyens, et au final, ils arrivent quand même à en bluffer quelques-uns. D'un côté, j'ai envie d'en rire, mais d'un autre côté, leur persévérance à essayer d'obtenir un résultat satisfaisant avec des moyens aussi dérisoires m'impressionne. Et maintenant, existe-t-il une monnaie infalsifiable en tout point? Oui.
Mais avant d'aborder ce sujet, prenons d'abord un instant de recul. Depuis des siècles, l'émission monétaire n'a pratiquement jamais été une affaire purement publique. La Banque de France, par exemple, fondée en 1800 sous Napoléon, était une banque privée, même si elle était placée sous contrôle d'État. La Réserve fédérale américaine est elle aussi une structure de banque privée, placée sous supervision publique, au point que certains rappellent que la Banque fédérale américaine n'est pas plus fédérale que Federal Express. Et d'ailleurs, quand on dit que notre pays est endetté, comme la plupart des pays du monde, auprès de qui pensez-vous qu'ils doivent cet argent? Eh bien, pour la plupart des cas, justement auprès de ces mêmes institutions privées dans leur structure et guidées par des intérêts qui ne sont pas forcément ceux des citoyens. Historiquement, le centre de la finance mondiale a toujours migré. Il était d'abord à Amsterdam, puis il a migré à Londres, et puis à New York. Et aujourd'hui, de nouveau, une migration s'opère. Mais elle n'est plus géographique, elle est technologique, la finance migre vers le numérique. Et c'est dans ce contexte précis de remise en question du système monétaire qu'apparaît en 2008 une initiative radicalement nouvelle. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il existe depuis 2008 une monnaie totalement infalsifiable. Et cette monnaie est totalement non étatique et liée à aucune banque. Et cette monnaie, c'est le Bitcoin. Et depuis le Bitcoin, beaucoup d'autres crypto-monnaies ont vu le jour. Donc pour illustrer cette rupture, je vais me concentrer sur le Bitcoin, parce que c'est le plus connu, c'est le plus ancien, et c'est le cas le plus parlant. Comprendre le fonctionnement du Bitcoin, c'est comprendre les fondamentaux sur lesquels repose la majorité des crypto-monnaies. Je sais que beaucoup de gens associent instinctivement le Bitcoin et les crypto-monnaies aux arnaques, et pourtant c'est un contresens total. La majorité des crimes et des escroqueries se font avec des monnaies fiduciaires classiques, et pourtant personne n'associe l'euro ou le dollar ou une autre monnaie systématiquement aux fraudes. Alors pourquoi le faire avec les crypto-monnaies? Ça n'a aucun sens. La réalité, c'est que le Bitcoin a été créé dès le départ pour être totalement infalsifiable et extrêmement sécurisé, et ce, bien plus que n'importe quelle autre monnaie classique. C'est complètement incomparable. L'associer systématiquement aux arnaques est juste un réflexe erroné qui n'est basé sur aucune réalité technique. Le 31 octobre 2008, une personne ou un groupe de personnes, sous le nom de Satoshi Nakamoto, ont mis en ligne un document concernant la création d'une nouvelle monnaie, le Bitcoin, et ce document s'appelle le White Paper. Puis le 3 janvier 2009, la blockchain est en ligne et les premiers bitcoins sont minés, et bien sûr à ce moment-là ils ne valaient rien du tout. La valeur d'un moyen de paiement repose sur la confiance que les gens ont en celui-ci, et non pas sur son support. Ça n'est plus le cas depuis qu'on n'utilise plus des métaux précieux comme de l'or par exemple. Et la confiance que l'on peut apporter à une technologie comme celle du Bitcoin est incomparable avec aucune des technologies qu'on pourra jamais placer sur un bout de papier. C'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin vaut aussi cher aujourd'hui. Le Bitcoin, lui, fonctionne sur une technologie qui s'appelle la blockchain. Imaginez un grand registre public partagé par tous les utilisateurs, qui enregistre toutes les transactions de manière permanente, comme gravé dans du marbre, et ce de manière totalement transparente. Chaque Bitcoin n'existe que sur la blockchain, et quand on fait une transaction, cette transaction est validée en même temps par plusieurs milliers d'ordinateurs dans le monde. Chaque Bitcoin, ou chaque portion de Bitcoin, que l'on appelle des Satoshi, reste sur la blockchain. Il ne se déplace pas. Ce qui change, c'est uniquement qui en a le contrôle, et ce via une clé de chiffrement générée par la wallet de la personne en question. Et jusqu'à ce jour, aucune clé de chiffrement n'a jamais été craquée. Les ordinateurs qui vérifient les transactions, on les appelle des mineurs et ils vérifient que chaque Bitcoin en question n'a pas déjà été dépensé ailleurs et ensuite seulement enregistrent la transaction sur le registre. Et c'est ce système qui rend le Bitcoin infalsifiable. Vous ne pouvez pas créer de doublons ou dupliquer un Bitcoin comme vous pourriez photocopier un billet de banque. Chaque transaction enregistrée est vérifiable et immuable, et tout le monde peut y jeter un coup d'œil s'il le veut. C'est beaucoup plus transparent que le système bancaire classique. Par conséquent, il est totalement traçable, c'est pour ça que l'utilisation de Bitcoin pour des activités illicites est particulièrement risquée, bien plus que l'utilisation de monnaie liquide, qui, elle, est beaucoup plus facile à dissimuler. Et ce système de validation des paiements s'appelle le Proof of Work, preuve de travail, mais il en existe d'autres. En résumé, la valeur du Bitcoin repose sur la confiance qu'ont les gens en son registre numérique partagé, et non sur un objet physique qui pourrait être contrefait si on en met les moyens. Le Bitcoin n'est pas un gadget, c'est une technologie et une révolution si puissante que ses créateurs n'ont jamais pris le risque de se faire connaître. Ils ont prouvé qu'une monnaie n'avait pas besoin d'être émise par une banque ou garantie par un État pour avoir de la valeur, et que son niveau de sécurité lui en apporterait. Ils l'ont mis là, sur la table, libre pour ceux qui veulent de s'en servir, personne n'est obligé. D'ailleurs, au début, les banques ont toutes boudé le Bitcoin, pour finalement rejoindre le train en marche quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient tout simplement pas l'ignorer. Avec ou sans les banques, avec ou sans les États, les cryptos existent, et elles se développent. C'est de la technologie et on ne peut pas lutter contre le progrès. Mais toutes les cryptos ne se valent pas. Beaucoup d'entre elles ne sont pas des outils ou des projets sérieux, et leur cours pourrait s'effondrer à n'importe quel moment. Donc renseignez-vous bien avant de mettre de l'argent dedans. Aujourd'hui, il faut être clair sur un point, il n'existe tout simplement aucune technologie capable de casser le Bitcoin. Aucun ordinateur, aucune organisation et aucun être humain, même avec toutes les compétences et tout le savoir actuellement disponible, n'en est capable. Et là, ce n'est pas une question de volonté ou de moyens, c'est une question de limite technologique fondamentale.
On parle parfois des ordinateurs quantiques, et peut-être bien qu'un jour on verra une machine suffisamment puissante pour remettre cette sécurité en question. Mais si cela arrive, la question ce ne sera plus de savoir si le Bitcoin est en danger. À ce stade, tous les systèmes de sécurité mondiaux seront remis en question. Les banques, les États, les réseaux de communication et même la dissuasion nucléaire, tout sera remis en question. Autrement dit, le jour où on pourra casser le Bitcoin sera certainement pas le plus gros de nos problèmes. Voilà pour cette vidéo où j'ai voulu vous parler de fausses monnaies mais dans un contexte général, car vous parler juste de faux billets n'aurait pas eu un grand intérêt. J'espère quand même que cette vidéo aura été instructive et qu'elle aura été quand même agréable à regarder. À la prochaine.